merci Alain, bonsoir à tous. Voilà, je suis Christophe Bontemps, vous ne me connaissez peut-être pas et c'est pas le plus important ce soir, mais je vais quand même me présenter un petit peu. Je suis économètre dans un laboratoire de recherche qui s'appelle Toulouse School of Economics, donc au contact d'économistes et de données économiques. J'en dirai pas beaucoup plus, mais je manipule des données et des modèles. Et je fais avec ça des présentations et également de l'exploration de données et de la présentation de données, d'où deux axes de la visualisation. J'utilise R, mais pas que, mais j'utilise beaucoup R pour de nombreuses raisons. Ceux d'entre vous qui n'utilisent pas R, combien vous êtes à ne pas utiliser R ce soir? Ouais, c'est super, parce qu'en fait, ce que je cherche, ce que je vous propose de vous présenter ce soir, c'est Shiny, qui est un outil de R, mais pour les gens qui ne pratiquent pas R. Si vous pratiquez R, c'est bien, vous saurez faire du code dedans. Si vous ne pratiquez pas R, c'est pas grave. Vous connaîtrez Shiny, vous connaîtrez la logique de Shiny. Après, faire du R, c'est qu'une question de volonté et d'envie ou de besoin spécifique. Mais au moins, vous aurez vu la logique de l'outil et l'outil. Donc, il y aura très peu de code R. Donc, pour ceux qui sont venus pour faire du R, je suis désolé, vous n'en ferez pas beaucoup. J'enseigne la visualisation, entre autres. Et donc j'enseigne la visualisation aussi interactive, je vais en reparler dans 2 minutes. Voilà, alors j'aime bien ce dessin parce que des fois ça correspond un peu à ça, la pêche à la ligne avec plein de données pour aller récupérer une courbe. Oui, l'exploration, des fois c'est un peu la pêche, mais c'est pour ça qu'il faut avoir des bons outils pour bien pêcher. Et voilà, Alain vient de le dire, je suis co-organisateur de ce meetup. Alors c'est quoi Shiny? Shiny c'est un package de R. R fonctionne, donc est un logiciel statistique qui gratuit, extrêmement développé, extrêmement populaire à la fois dans le monde académique et dans le monde professionnel. Et comme beaucoup d'outils open source, il y a une énorme communauté de développeurs qui ont développé des packages, des librairies qui s'installent très facilement. Et donc une des librairies, c'est Shiny. Donc pour pouvoir travailler avec Shiny, il faut R. C'est aussi plus facile d'utiliser Shiny avec une surcouche de R ou un outil qui vient par-dessus R vous faire une très jolie interface qui s'appelle RStudio. On va le voir dans un exemple, dans plusieurs exemples, puisque je vais essayer tout à l'heure de vous faire une petite démonstration pour montrer à quel point Shiny, c'est simple. C'est très facile d'écrire des applications avec Shiny, ça vous allez en avoir la preuve tout à l'heure. Par défaut, vous allez même pouvoir avoir une petite application que vous pourrez customiser très facilement. Pas besoin de connaître HTML, CSS, JavaScript, etc. pour faire une application. Quand je dis une application, c'est une application qui est destination du web. Ce que vous produisez, c'est quelque chose qui va ensuite être visualisé dans un navigateur, localement, ou sur un serveur, le vôtre ou sur celui de RStudio, qui met à disposition des gentils utilisateurs de RStudio un site où vous pouvez héberger vos applications Shiny gratuitement. C'est ce que je fais régulièrement. Et c'est ce qu'on fera tout à l'heure. J'appuierai sur un bouton et on verra ce que l'on a fait. Il ira directement sur le serveur. Donc il y a besoin de savoir rien faire pour faire une petite application web, une petite application dynamique. Alors pour l'instant, ce que je vous dis, c'est très théorique. Je ne vous ai pas montré un seul exemple, ça va venir dans une slide. Alors évidemment, si vous savez faire du HTML, du CSS, enfin, utiliser des CSS, du JavaScript, faire tout ce que vous voulez dans les pages web, c'est encore mieux parce que vous allez pouvoir en faire un très joli emballage autour de l'application Shiny. Il y a des gens qui font des choses très très jolies, très très puissantes. Encore une fois, ça je ne vais pas en parler non plus. Je ne vais pas parler de R, je ne vais pas non plus parler de ça. Je vais me concentrer sur Shiny, la logique, et comment ça fonctionne et comment vous pouvez le mettre en œuvre en à peu près 5 minutes. Donc des exemples tout de suite. Je réinsiste, c'est vraiment facile. Alors normalement quand je dis ça après, quand je fais ma démo, je me plante, mais c'est facile. Alors un petit exemple pour vous donner l'eau à la bouche. Voici un exemple fait par quelqu'un. Ouais, ce serait mieux si le lien fonctionnait. Où ai-je mis le lien? Bon, on va regarder l'autre. Ah, les liens ne fonctionnent pas. Ça c'est top. Bon, c'est pas grave, je vais vous donner mon exemple à moi, je sais qu'il fonctionne celui-là. Du coup, c'est pas la modestie qui va m'étouffer, mais bon. Voilà un exemple de ce qui se passe. Là, je monitore des gens qui suivent un MOOC et je veux savoir ce qu'ils ont cliqué comme step, comme étape, ce qu'ils sont en train de faire, quels commentaires ils postent, etc. Et donc, les interfaces de Shiny sont très très simples.
mais peuvent être compliqués. Vous avez un titre d'une page. Vous avez généralement un sidebar panel, donc un endroit où vous avez des commandes d'interaction. Et puis vous avez un résultat au milieu, alors plus ou moins compliqué. Ici, j'ai différents tableaux et différents graphiques, différentes choses qui apparaissent. Et puis je peux interagir là-dessus. Je peux augmenter ma fenêtre de décision. Je peux regarder donc en fait ce que les gens ont suivi comme cours. Alors verticalement en fait vous avez le déroulement du MOOC, les différents steps, peu importe, des informations, et puis je peux changer la période d'observation et tous mes graphiques s'ajustent, celui-là comme celui-là, je peux faire des zooms, je peux changer l'échelle, etc. Je ne vais pas vous montrer beaucoup d'exemples, mais d'abord parce que mes liens ne fonctionnent pas. Peut-être je vais vous montrer la page de toutes les applications réutilisables. Show Me Shiny. Show Me Shiny, c'est un site web où vous avez un truc assez sympa quand on débute dans n'importe quel outil, c'est un exemple, le code. Un exemple, code. Vous prenez le code, vous le mettez sur votre machine, il fonctionne. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, c'est que les liens ne marchant pas, je vais directement cliquer sur le code. Donc vous avez des tas de choses, des cartes, vous avez ici des graphiques ggplot où on vous donne la façon de faire des graphiques un peu interactivement, encore des cartes, des tas de choses. Et vous voyez toujours la structure un peu la même. Ici, il y a toujours un tableau latéral et puis sur la page principale, un graphique qui va s'afficher. Les gens peuvent faire des énormes sites. Alors on va voir ce que si ça devrait... Ça quand même là. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait complètement en Shiny. C'est un beau site web où on peut avoir donc un bandeau avec des statistiques. Alors elles vont se charger au fur et à mesure. Donc rien de vraiment passionnant. Des statistiques clés. Alors évidemment j'ai un problème d'affichage ici, mais c'est pas très grave. Tout ce qu'il y a derrière, c'est quoi? Je ne sais pas exactement, hein, mais des données génétiques, des traitements faits sous R, des graphiques faits sous R, et hop, les graphiques faits sous R, on les interface directement avec Shiny pour faire une application, un site web, où en modifiant je ne sais pas quel paramètre, je prends un chromosome au hasard, en modifiant ce chromosome, R refait un calcul, rebalance un graphique, m'actualise mon site web. Autrement dit, tout ce que je sais faire sous R, je sais le faire, je sais l'exporter et le mettre dans Shiny. Et toutes les interactions que je fais dans la page web, Shiny les interprète, modifie les paramètres, calcule, renvoie l'image. Ça, c'est un petit peu la base, et vous voyez, alors, ce site web-là. Sur le bandeau, là-haut, tu n'as qu'une seule page ou tu as plusieurs pages, en fait? Là, tu n'as qu'une seule page avec des onglets. D'accord. On verra tout à l'heure, on en fera des onglets d'ailleurs. On fera aussi un petit exercice, on fera des onglets. Donc voilà, ici visiblement il y a tout le mode d'emploi que j'ai pas lu, les contacts, etc. Et tout ça ne sont en fait que des informations fournies par R à la page. Bon, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit ouais, mais je ne saurais jamais faire un truc comme ça. Et en fait, c'est facile. Pas aussi beau, parce que évidemment, à partir du moment où on va avoir des choses très bien structurées, très complètes, il y a du temps de travail, mais c'est quand même assez facile. Voilà. Alors, avant d'attaquer sur Shiny, je ne peux m'empêcher de reprendre ma casquette de prof de visualisation en disant mais pourquoi on veut interagir finalement? Qu'est-ce que ça apporte de plus d'interagir par rapport à un graphique statique? Parce que finalement, si on s'embête à programmer des choses pour qu'elles puissent bouger, c'est que ça doit bien avoir un intérêt. Alors, comme je n'avais pas la réponse à la question, j'ai été voir dans des livres. Et ce monsieur et ses co-auteurs ont dit dans un livre publié en 2006 qu'en fait, il n'y a que 3 raisons, ou 3 éléments qui sont importants dans l'interaction. Quand on interagit avec un graphique, c'est pour 3 choses. D'abord, c'est pour questionner, avoir des réponses à des informations qu'on n'aurait pas sur une information statique. Je vais détailler ça dans un instant. Pour sélectionner ou pour faire des liens. Deuxième élément d'interaction. Et le troisième, pour faire varier les caractéristiques du graphique. Et il n'y a pas de quatrièmement. Et j'ai cherché un quatrièmement pendant un bon moment, je n'ai pas trouvé de quatrièmement. En fait, quand on veut interagir avec un graphique, c'est qu'on veut faire une de ces 3 actions-là. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ça? Alors, oui, là, on pourra en débattre, hein, on va voir. Donc,
ce que j'appelle la query, donc faire une requête pour rechercher, c'est typiquement vous passez votre souris sur une carte, vous avez une information supplémentaire, et donc vous gagnez une information, vous gagnez une dimension en fait à votre graphique. Donc, vous voulez avoir un peu plus d'informations que ce qui vous est montré. L'interaction vous aide à avoir un peu plus d'informations sur ce que vous avez affiché. Donc c'est rajouter une dimension. Sélection, ben, c'est clairement choisir des variables, sélectionner des variables, trouver des outliers, identifier des choses qui n'étaient pas prévues dans le graphique statique et que vous voulez identifier plus précisément. Par exemple, prendre des sous-échantillons, zoomer, des groupes d'intérêt, etc. Et faire varier les caractéristiques du plot, ben, vous voulez changer le type de graphique, par exemple, la dimension, les axes, le temps, zoomer, dézoomer, réordonner, changer la couleur, l'échelle, ce que vous voulez, et éventuellement faire de l'animation. En fait, quand on a balayé tout ça, c'est vrai qu'on a balayé pas mal de choses en fait, dans l'interaction, dans l'interactivité. Vous réfléchissez à des interfaces interactives, est-ce qu'il y a des choses qui rentrent là-dedans? Je ne sais pas, moi j'en ai pas trouvé, et a priori c'est ce que dit ce monsieur. Ouais. Là, ça mériterait d'en discuter pendant très longtemps, parce que cette planche est vraie d'un certain point de vue. Oui. Je veux dire, d'accord, raison en disant, c'est uniquement interroger, sélectionner, faire varier, ok, c'est vrai. Mais quand on regarde d'un autre point de vue, on voit des choses qui ne sont pas dans cette liste-là. Comme par exemple... Mais je suis sûr qu'il y en a un, mais je n'ai pas trouvé. Mais si, il y a par exemple, à mon avis, il y en a une moi, que j'explore quotidiennement, c'est je fais bouger un paramètre pour comprendre non seulement son influence, mais également l'intensité de son influence. Ah oui. Je prends mais tu vas faire bouger ton graphique. Oui, mais je prends une barre, je la secoue, et je regarde quelles sont celles qui ont bougé le plus. Et je dis, ah tiens, ce truc-là est vachement sensible à ça. Et cet exemple-là, qui est plutôt de type comprendre les relations entre avoir un estimé des sensibilités des trucs, je ne vois pas où est-ce que ça rentre là-dedans. C'est dans un autre plan. Alors je pense que ça, si tu veux, c'est un point de vue très académique, et ce que tu dis, c'est un point de vue de l'utilisateur. Mais pour moi, à partir du moment où tu fais bouger un paramètre, si ça bouge quelque chose, ça bouge ton plot, c'est le troisième. Au minimum, où ça sélectionne des variables, ou ça te donne une information que tu n'avais pas jusqu'à présent, dans le lien. Mais voilà, on peut en débattre. Je voulais juste me poser la question et savoir à quelle dimension répondait Shiny, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que on pourrait un jour faire un débat sur pourquoi l'interactivité. Un autre exemple qui vient à l'esprit, c'est l'intérêt des transitions entre les évolutions. C'est pas juste faire joli. Non, ça je suis d'accord. L'œil est capable de voir les choses qui varient beaucoup, les choses qui varient moins. L'œil est attiré par les choses qui vont varier. Et ces capacités-là qui sont très précieuses, tout à fait. Ce mode de vision les masque totalement. Oui. Après, si on fait une photo à un instant T, une photo à un instant T plus 1, on va voir les variations de la même façon. Non, justement pas. C'est ça que je dis. Si tu n'as pas une transition, tu vois que c'est que la transition est supérieure au point de vue de la valeur à la photo avant, la photo après. Le jeu des 7 différences, l'œil ne le voit pas. Tu fais une transition entre les 7 différences, tu les vois immédiatement, c'est les trucs qui bougent. Elles apparaissent. Point à la ligne. Et une fois que tu as vu ça, tu as compris que la transition est bien plus précieuse. Mais la transition, c'est juste une conséquence du fait que tu as quelque chose d'interactif. Donc tu fais des transitions qu'entre des choses interactives. Oui, je fais une transition parce que je veux voir ce qui bouge. Ouais. Ok. Ouais, tout à fait. Je n'anime pas pour faire aucune de ces trucs-là. Mais ouais. Bon, non, mais parce que... Non, moi je trouve ça intéressant, c'est pour ça que j'ai utilisé ça là aussi. Oui. Il y en a une qui n'est pas mentionnée mais qui n'est pas académique du tout, c'est l'engagement du spectateur. Ouais, genre data journalisme, etc. Ouais. Tout à fait. Mais tu vois, c'est une utilisation du graphique interactif. Parce que dans la façon dont tu as fabriqué les graphiques interactifs, l'interactivité, elle est que tu fais bouger quelque chose, c'est peut-être la fenêtre, quoi. Oui, tout à fait. Donc je pense que ça dépend vraiment de le regard que tu prends dessus. Bref, d'un point de vue académique, on arrive à ça. Et Shiny ne va pas répondre à tout. Et donc, Shiny va surtout répondre à ces deux choses-là, c'est-à-dire à choisir des choses, faire bouger le graphique, etc. Il ne va pas vous donner d'informations supplémentaires en passant la souris par-dessus. Ça, des graphiques
qui n'ont pas besoin de Shiny pour faire ça. Il y a des outils qui font ça très bien, qui peuvent être intégrés à Shiny. Moi, je vais plutôt vous présenter ce qui est la base de 90% de ce que fait Shiny, c'est-à-dire ces choses-là. Ça, vous pouvez le faire sans Shiny, vous pouvez le faire avec R directement, ou avec d'autres outils, D3, ce que vous voulez. J'ai oublié ça en fait, voilà. Les interactions, donc les panels aussi. Alors, j'ai beaucoup parlé de visualisation, et c'est quand même un meet-up data visualisation, mais Shiny, c'est pas fait que pour les graphiques, on peut mettre n'importe quoi, on peut afficher n'importe quoi et partager n'importe quoi. C'est facile, ça je vais le répéter plein de fois. Il n'y a pas que Shiny dans la vie, il y a Tableau. Alors, j'avais un exemple Tableau, mais je ne vais pas le montrer. Vous connaissez tous Tableau ou pas? Ouais, non? Oui, si, je vais montrer un petit exemple Tableau quand même. Parce que Tableau, c'est un logiciel payant de BI qui permet d'avoir des interactions. Alors là, justement, des interactions de toutes les sortes. Vous pouvez soit resélectionner, zoomer, attendre que ça se charge. Ouais, ça, on s'en fiche. Voilà, donc vous pouvez avoir plein d'interactions du type avoir de l'information supplémentaire ou zoomer ou faire des tas de choses. Alors voilà, c'est super, on peut faire tout un tas de trucs, on peut faire ce que justement je ne pourrais pas faire en Shiny tout à l'heure, c'est zoomer sur les graphiques, interagir. Voilà. Bref, c'est un outil formidable, mais malheureusement assez cher. Il y a D3, j'ai un autre exemple, je ne pense pas que ce soit le tien. Est-ce que vous connaissez tous D3? Oui, presque. D3, Alain est le mieux placé pour en parler. C'est une librairie JavaScript qui permet de faire des pages dans lesquelles on affiche des éléments qui sont interactifs au sens où on peut faire varier la taille, faire des sélections, faire ces trois types d'interactions que je vous ai signalés. Du genre, alors là on a un petit problème d'affichage, mais je peux trier dans l'autre sens. Voilà, et là il y a des transitions qui sont assez bien foutues. Je pense qu'on peut sélectionner une partie du graphique. Non, pas sur celui-là. Et là aussi vous avez des codes, bon, peu importe. Hop, c'est le problème de l'affichage sur l'écran. Donc Shiny n'est pas le seul, il y a d'autres outils, je ne les ai pas tous mentionnés, j'aurais dû marquer 3 petits points, etc. Spécificité de Shiny, c'est que c'est simple, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, c'est open source et c'est basé sur R. Alors pourquoi ça c'est un avantage? Parce qu'il y a des tas de choses que vous ne pourrez pas faire ou pas facilement en JavaScript. Il y a des tas de choses que vous aurez du mal à faire sur Tableau, vous y arriverez peut-être, mais vous allez galérer. Alors vous allez me dire, sous R aussi on peut galérer, mais sous R, on a toute la puissance d'un logiciel statistique, tous les éléments qui ont été faits depuis de nombreuses années, tous les développements qui ont été faits. Donc, notamment dans le monde académique, mais pas que. Si vous avez un modèle extrêmement compliqué, que vous voulez estimer, faire des projections, des prévisions, tout ce que vous voulez, vous aurez toute la puissance d'un logiciel statistique. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à renvoyer le résultat. Un autre avantage, c'est que, donc ça c'est tout ce que vous pouvez faire dans R, vous pouvez l'intégrer dans Shiny. Et c'est pas qu'un peu quand même. Il y a une énorme communauté R et une énorme communauté Shiny. On voit des offres d'emploi, développeurs Shiny maintenant, depuis quelques années. Et c'est pas les moins bien payés, parce que ben voilà, ça fait des tas de choses. Il y a plein d'exemples réutilisables. On peut s'y perdre. Moi, le but de ce soir, c'est de vous donner un tout petit aperçu, vous donner envie et vous montrer que c'est simple. Alors, comment ça marche? Parce que c'est ça qui vous intéresse. Enfin, c'est ça un des commandes, c'était qu'on fasse une petite démo quand même de ça, comment ça fonctionne chez nous. Alors, vous allez avoir deux fichiers qui sont volontairement séparés, qui pourraient être regroupés dans un même seul fichier, unique fichier, mais deux fichiers, un qui va gérer l'affichage et un qui va faire tout le travail. Alors, un qui est vraiment le côté feignant, dans lequel il va y avoir feignant parce qu'il ne fait rien du tout, il ne fait qu'afficher et retranscrire une petite information qui vient de l'utilisateur, et un qui fait tout, il fait tout parce que c'est là que tout le code R. Je vais détailler ça dans un instant. Ils portent des noms qui sont imposés. Il y en a un qui va s'appeler UI.R et l'autre qui va s'appeler serveur.R. Pas toucher au nom, tout le monde, pour l'instant.
Éventuellement, il y aura un troisième fichier qui s'appelle global.r qui permettrait de faire des traitements sous R vraiment lourds sur vos données et qui viendrait encombrer ce que vous pouvez faire dans le serveur. Puis il y a d'autres choses dont je ne veux pas parler maintenant, mais qu'on peut rajouter, soit pour l'interface, soit pour le serveur, soit pour les données. Alors, voilà, globalement, le serveur, ce qu'il faut retenir, c'est que le fichier serveur R va calculer ce que le fichier UI va afficher. Et dans UI, on va voir, mais en fait, ce sont des simples fonctions, donc typiquement Shiny, qui sont voilà, des wrappers HTML, je ne sais pas traduire ça exactement. Et le serveur qui ne fait que calculer. Donc on va trouver des choses très différentes parce que dans le UI, il va y avoir très peu de code R. Très très peu, voire souvent pas du tout, mais ou alors à peine. Alors surtout des fonctions Shiny. Donc c'est pour ça que je vais vous différencier les deux, de manière à ce que vous connaissiez la syntaxe Shiny, et quand vous connaîtrez vraiment bien des tas de fonctions super avancées dans R, pour le côté serveur, vous pourrez le faire. Et c'est le côté serveur où il y a vraiment tout le code. Donc, si vous voulez commencer tout de suite une application Shiny, on va le faire dans un instant, mais vous allez avoir un répertoire dans lequel vous allez avoir deux fichiers. Un fichier UI, un fichier serveur, et c'est tout. Vous allez appuyer sur un bouton en disant « Fais-moi mon application », ça va la faire, ça va faire votre application, elle va tourner, sans problème. On va le faire, parce que je sens que sinon vous allez vous endormir, et moi aussi. Et puis que, pour l'instant, tout ce que je vous dis, c'est un petit peu théorique, non ? Alors, hop, c'est là que normalement les choses... Donc je vais ouvrir R, alors R avec RStudio, alors c'est déjà ouvert, mais je ne veux pas tricher, je vais le fermer. Ouais, non. Voilà, j'ouvre R. R avec RStudio, donc RStudio c'est cette jolie interface. Avec ici, vous allez avoir le code et le résultat du code, et puis là, des informations, et vos graphiques vont être ici. Je vais ouvrir un nouveau fichier. Donc là, je pars vraiment de rien, hein, d'accord. Je dis, crée-moi une application Shiny, alors je vais la mettre là, dans un répertoire ici, je vais vérifier, mais c'est là, ouais, ok. Et je vais donner comme nom que je veux, mais disons 0 parce que j'en ai créé d'autres. Vous voyez bien, alors on va baisser un peu ça s'en fiche. Il m'a créé deux fichiers, UI et serveur, dans lesquels il n'y a vraiment pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose dans ça, et il n'y a vraiment pas grand-chose dans ça. Hein. On se demande bien ce que ça peut faire. Puis ici, j'ai un bouton Run App, alors moi je suis bête, hein, j'appuie. Donc, il y a une application qui va tourner. Voilà, normalement. Et qui a dû s'afficher quelque part, oui, sauf que j'ai dû... Ah. Oui, alors d'accord, j'ai deux R qui tournent, c'est ça. Ouais. Yes. Non, ça c'est voilà, c'est l'effet démo. C'est l'effet démo. Alors on est où là? On a toujours deux R, ouais, deux RStudio. Hop. Je rouvre R, on recommence. Sauf que je vais aller flinguer le... Ah oui, d'accord. Je vais aller flinguer l'application 0 parce que sinon il va pas vouloir. Ok. Donc ça au moins vous saurez le faire. C'est dommage que vous n'ayez pas vos ordi, vous auriez pu le faire en même temps. Mais c'est toujours un peu compliqué d'installer tout. Bon, donc il me crée deux fichiers, un fichier UI, un fichier R, et j'ai un bouton Run App, deuxième. Ce coup-là, si ça ne marche pas, je suis un peu emmerdé. Donc ça, j'ai pas besoin d'être connecté à Internet, ça tourne en local. Et ça fait une application toute bête, mais qui vous donne une idée de ce qu'on fait en standard en Shiny. C'est-à-dire, on prend des données, par exemple les données du Old Faithful, qui sont hyper classiques, sont déjà dans R. On fait un histogramme et on fait varier le nombre, la taille des bins ou le nombre de bins. Là, en l'occurrence, c'est le nombre de bins. Bon, c'est absolument pas transcendant comme visualisation, mais alors c'est la base pour faire n'importe quoi. Je peux la visualiser dans un navigateur. Et puis, comme je cherche à vous expliquer, alors c'est là qu'il faudrait que j'arrive à fermer ce truc-là.
Bah, peu importe. Comme je cherche à vous expliquer les choses un peu plus en détail, je vais ouvrir un autre fichier qui va me permettre de lancer ça de manière à ce que vous voyez à la fois l'application et le code. Voilà. Ça, vous pouvez l'oublier. Voilà. Alors sur mon disque, donc dans mon répertoire app0, j'ai deux fichiers qui sont là. Je vais les afficher à côté et on va les détailler pour comprendre un peu ce qui se passe là-dedans. Encore une fois, l'objectif c'est que sortant là, vous ouvrez Shiny, vous devez savoir faire plein de trucs. Alors peut-être que c'est pas pour ça que vous êtes venu, mais tant pis pour vous, vous n'avez qu'à pas venir. Donc on va commencer par l'interface. L'interface c'est quoi? C'est une page, donc j'ouvre la librairie Shiny. C'est une page type fluid page, bon, je m'en fous, ça veut dire que la page elle va se redimensionner toute seule. Je pourrais avoir d'autres types. Et puis j'ai un title panel, alors on va aller le modifier tout à l'heure. Oui, j'ai pas grand chose, hein. Puis j'ai juste un slider input dans un sidebar panel. Donc le sidebar panel, bah, c'est ça. C'est ce truc-là, là, sur le côté. C'est pas très facile ici, voilà. Il y a marqué beans, number of beans, oui c'est bien ça, c'est ce truc gris. Puis j'ai un main panel avec plot output, Donc en fait il fait qu'afficher quelque chose. Et il affiche quoi? Ben, il affiche ce que le serveur lui donne. Qu'est-ce qu'il lui donne le serveur? Ben, le serveur il dit rien, il dit juste que c'est un serveur Shiny, une fonction qui a un input-output. Et la définition de l'output, c'est cette chose-là, la displot. On a vu le nom là tout de suite, displot. Là, lui, il affiche displot. Ah ouais, il affiche displot. Ok, d'accord. Donc je dois avoir un objet quelque part dans R qui s'appelle displot. Oui, c'est cet objet-là, output displot. Donc dans le serveur, j'ai créé un objet qui s'appelle displot. Et dans l'affichage, j'affiche displot. Ici. Ici, je manipule un curseur, donc quelque part je manipule cet objet qui s'appelle slider input, donc un input qui porte le nom beans, ok. Donc quelque part le serveur doit se servir de ça pour calculer, ben oui, ici j'ai un input beans, quand la valeur prise par le curseur varie, fait varier la valeur de ce paramètre là, calcule une nouvelle largeur pour chacune des boîtes et l'intègre à la visualisation, c'est-à-dire au plot des histogrammes. Ça c'est du R. Hist, ça fait un histogramme. Ça vous dit juste que je fais une séquence de points où je vais couper. Et ça, ce sont les données. Donc ici, j'ai du R, j'ai une commande qui fait ce beau graphique. Avec ce paramètre-là, quand ce paramètre-là bouge, celui-là bouge, et le graphique change. Donc en fait, j'ai juste ici un graphique avec un paramètre. Input beans qui est ici. C'est tout. C'est tout. J'appuie sur un bouton, c'est en ligne, je sais le faire. Je dis que c'est simple quand même. Alors on va revoir quand même un petit peu plus ce que ça donne sur mes slides. Je vais typiquement un peu répéter ce que je viens de vous dire, mais voilà il y a combien? Il y a 10 lignes peut-être pour juste faire la partie web, la partie interface. Donc voilà, une page fluide, un sidebar panel qui va être sur le côté, un main panel qui va être au central, et j'affiche des choses. Alors c'est très très moche, mes traits de stabilo, mais voilà, je suis désolé. Donc il va y avoir systématiquement, quand je vais définir un input, il va avoir en premier paramètre le nom, que je vais ensuite appeler de l'autre côté. Et ici, je vais effectivement, à chaque fois que j'aurai un output, je vais afficher mon output. Donc ceci, ce sont des noms que j'ai donnés, et ça, ce sont des paramètres, un affichage, etc. C'est mini-cours, c'est genre mini-cours. J'ai une question qui vient, ouais. Je résiste pas. S'il n'y a que deux fichiers, ouais. Si toutes les variables doivent être nommées d'un côté et de l'autre, ouais. Et je vois apparaître immédiatement plusieurs problèmes. Le premier, c'est quand je renomme une variable, je dois la renommer des deux côtés. Alors une variable non, mais un objet, oui. Beans, là. Ouais, c'est un objet en fait. Et deux, quand le chiffre commence à grandir, j'en ai 100, 150, ou que j'ai des algorithmes R qui viennent de différents endroits,
comment je résous les collisions? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de Alors, structurer l'espace de nommage? Alors, ça paraît un peu... Ça va bien marcher pour une petite taille, mais dès que Ouais, ça va ouais. commencer à grossir, ça va commencer à pénible, non? ouais, c'est possible que pour les... Moi, j'ai jamais fait d'application monstrueusement grosse, mais de toute façon, tu vas te trimballer des objets de part et d'autre. Des objets R, de part et d'autre. Donc, effectivement, avec des noms. Les collisions, non. Tu as deux algorithmes R qui portent le même nom de sortie, Alors, et puis toi, tu veux... Les algorithmes R, a priori, si tu as ton programme R, tu vas le mettre, si tu as un programme un peu gros, tu vas le mettre dans un fichier global dans lequel tu gères tes noms comme tu veux, tu fais ton programme comme tu veux, il peut être gros, mais à la sortie de ce programme, il doit t'envoyer quelque chose. Et c'est là où tu commences à jouer avec UI et serveur. Là, il faut tout se mettre à plat et qu'on ne collisionne pas, etc. Non, en fait, c'est comme quand tu fais une page web, ouais. Mais sauf que tu fais une page web avec quelques objets, tu vas pas mettre des milliers d'objets dans ta page web. Enfin, si, c'est ça que tu voulais faire. Non, une page web, tu as des moyens de structurer le nommage. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas forcément un outil, mais tu as les moyens d'appliquer des disciplines, des outils qui te permettent d'encapsuler, de dire ça, je m'intéresse pas au nom. Enfin, bon. Ouais, là, ça, je sais pas. Bon, Probablement, peut-être tu as, mais moi, je sais pas. Ça, rien de changer de nom, c'est pas une nouvelle. Rien de changer de nom. Mais non, parce que tu as un nom par quoi? Par objet d'input et un nom par output. C'est pas beaucoup. Hein. Enfin, même si tu as 200 graphiques, ce qui est beaucoup, tu as 200 noms. Et a priori, si tu en as 200, ils vont s'appeler 1, 2, 3, 4, 5. Non, enfin. Et c'est juste pour ces objets-là. Après, pour ton programme R, tu le structures comme tu veux, et là, tu peux avoir des objets, et là, tu peux avoir des règles de nommage, et là, tu peux avoir tout un tas de choses. Oui, oui. Donc, ici, je vais avoir un affichage, une commande par type d'output, et ici, je vais avoir une commande par type d'input, avec un nom à chaque fois. Donc là, il s'appelle beans, ce qui n'est pas un bon choix, puisque c'est aussi le nom d'une variable de l'autre côté, mais peu importe, on va le changer tout ça. Un titre, et ici, je pourrais très bien rajouter du HTML, un thème CSS, ce que je veux. Je peux changer tout ce que je veux de ce côté. Côté serveur, j'ai quoi? J'ai une fonction avec mon objet que je vais définir en output qui va être utilisé, donc displot, c'est l'objet que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, donc j'ai dû mettre des trucs, voilà, c'est très moche. Et je vais dire que dans cet objet displot qui va être affiché par R, j'ai une fonction de type renderPlot, et ça c'est ma fonction qui me rend mon graphique. Donc là, ça peut être très simple comme là, c'est-à-dire une simple commande qui fait un histogramme à partir de ce petit calcul et de ces données, ou un truc monstrueusement gros. Là-dedans, vous pouvez avoir un calcul de ce que vous voulez, la table de ce que vous voulez, la carte de l'ensemble des communes de France, ce que vous voulez. Du moment que vous sachez le faire en R et que ça retourne un output, un plot, vous le mettez dans une fonction renderPlot. J'arrive dans un instant. Si c'était une table, vous le mettriez dans un render table. Si c'était du texte, vous le mettriez dans render texte. 3 mots. Avec ça, vous faites quand même beaucoup de choses parce que afficher quelque chose qui n'est pas du texte, pas une table ou pas un graphique, ça commence déjà à être un peu difficile. Voilà, donc il y a 3 mots-clés à connaître. Oui? Le Faceful, c'est le dataset qui est inclus déjà dans le langage? Oui. Le Faceful, il est déjà inclus dans le langage. On va faire un exemple avec un jeu de données qui n'est pas inclus. C'était ça ta question? Ouais. Du coup, effectivement, ça c'est connu de R, Faceful. Ouais. Et là, bon, voilà, l'exemple est assez mal foutu, puisqu'en fait, on a le nom d'un objet qui porte pratiquement le même nom que l'input. Et on va changer tout ça. Voilà, et donc ça, c'est juste la seule commande R. Voilà, donc bon, je refais le petit truc sur beans. Donc on va refaire une démo en live. Le graphique c'est exprès, vous allez voir ça parce que je vais me planter. Mais c'est pas grave parce que comme c'est simple, normalement on va retomber sur ça. Avant que je passe à la démo, ça va consister, je vais essayer de changer cette application de base pour faire quelque chose d'autre avec des données, quand même quelque chose d'un peu plus, qui peut-être vous concerne un peu plus, c'est-à-dire moi j'ai mes données, comment je fais pour jouer avec et faire un graphique. Je vais faire des graphiques ultra simples sous R, parce que d'une part vous ne connaissez pas R, et d'autre part, ce soir le but c'est pas tellement de faire des graphiques, le but c'est de voir comment on peut faire afficher, c'est de faire du shine. Ça vous va comme programme? De faire un petit tuto? Voilà. Juste un truc, dans ton répertoire, tu as donc ces deux seuls fichiers, donc il faut
Il s'appelle toujours serveur.r. Ouais. Donc, il faut Ouais. faire gaffe quand on a des Alors, applications. Là, c'est une bonne question. Regarde, tu vois, là, j'ai plein d'applications. Et à chaque fois, tu n'as que 2 fichiers dedans. J'ai que 2 fichiers dedans. Et tes données, Ouais, par il y a exemple, History, tu les c'est- mets où? Alors, les données, je peux les mettre en dehors de l'application. Tu vois, par exemple, là, ici, je vais me servir de ce jeu de données, là, Data NCF Prepare. D'ailleurs, je vais recopier le nom tout de suite, ce sera fait. Et tu peux aussi les mettre dans un répertoire data et signaler qui sera un sous-répertoire de ton application. Ah, tu peux mettre dans l'application 0, mais il faut pas mélanger trop. Bon, d'accord. Et c'est des applications différentes, elles peuvent partager le même jeu de données. Dans ce cas-là, tu mets des chemins relatifs. D'accord. Tu te débrouilles avec. Tu peux aller chercher les données sur le web, hein, c'est quand même aussi c'est hyper pratique. Avec R, vous pouvez interroger n'importe quoi, un serveur SQL, une page web, aller sniffer, aller faire tout ce que vous voulez. C'est un des avantages. Donc, je vais aller dans RStudio et je vais modifier des choses. Alors, il ne faut pas que ce fichier qui fait le lancement, c'est juste pour pouvoir afficher à la fois le graphique et le code. Merde, j'ai flingué mon fichier UI, mais c'est pas très grave, je vais le rouvrir. Je fasse attention à ce que je fais, un tout petit peu. Alors, j'ai prévu un petit programme. D'abord, on va changer le type de graphique parce que histogramme, c'est bien gentil, mais il n'y a qu'une dimension. On va aller choper des données. Ensuite, on va faire quelque chose pour aller sélectionner dans ce jeu de données une variable Y. Donc, je vous propose de suivre un petit plan, mais s'il y a d'autres choses que vous avez envie de faire, vous me demandez. Je ne saurais peut-être pas les faire, mais il y a des spécialistes de R dans la salle qui m'aideront, probablement. Donc, la première chose que je veux faire, c'est aller prendre bah déjà, je vais changer le titre parce que ça ne m'amuse pas, ça. Voilà. GitHub Shiny. Ça, jusque-là, c'est pas grand-chose. Bon, est-ce que je veux changer l'interface? Pas tout de suite. On va aller changer dans R. On va aller prendre un jeu de données. Donc, pour aller prendre un jeu de données, là, je vais taper du R. Désolé pour ceux qui... Voilà, donc je vais prendre CSV. Il ne faut pas que je me trompe sur le nom. Hop. Voilà, donc je charge un jeu de données. Et ensuite, au lieu de faire cette chose-là, là, qui ne m'amuse pas, je vais faire un plot. Alors, de ce jeu de données, donc, alors peut-être que ce jeu de données, il faudrait que je le mette dans une variable, enfin dans un objet, pardon. Donc là, je mets dans DT mon jeu de données. Ça n'a pas hurlé dans la salle, vous êtes gentils. Je vais tout de suite me mettre au bon endroit, juste pour que ce soit plus rigolo pour vous. Voilà, j'ai le jeu de données. Donc maintenant, je vais aller prendre une de ces variables. Alors mes données, c'est des données de train, de retard, de train. Voilà. J'ai oublié de mentionner qu'en fait, ce jeu de données, ces applications et tout ça, je les ai préparés lors d'un cours que j'ai donné avec une collègue qui s'appelle Élise Meignier. Et c'est pour ça qu'on a ce jeu de données, cette petite... Donc, on va plotter le nombre de trains programmés versus sur l'axe des Y, on va mettre les trains en retard. Ça vous amuse, ça? Ouais. Puis on va mettre un petit titre. Mon titre. Voilà. Alors, j'ai plusieurs façons. Je vais faire ça. Là, j'ai plus le code, puisque vous l'avez vu, j'ai plus le code UI et R à côté, mais c'est pas grave. Bon, voilà, hein, ça fait un plot, c'est super moche. Je vous l'avais dit, on va pas faire des beaux graphiques aujourd'hui. Cette chose-là ne sert plus à rien, puisque je ne l'ai pas lié à mon graphique. Et c'est pas grave. On va changer d'autres choses. Qu'est-ce qu'on voudrait changer, par exemple? On aurait envie de changer la variable Y. Jusqu'à présent, vous avez vu que je n'ai touché à rien, j'ai juste changé le type de graphique et j'ai chargé des données. Donc, j'ai envie maintenant, donc ce slider input, je vais le laisser, mais voilà, je ne me sert pas à grand chose. Je voudrais sélectionner les Y. Parce que là, j'ai fait un X versus un Y, choisi directement. J'ai fait train en dur, programmé versus retard. Et quand même, si je veux faire un peu d'interaction, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus rigolo. Donc, je vais utiliser une commande de Shiny qui s'appelle select input. Alors l'interface RStudio est vachement pratique parce que dès que vous tapez le début d'une commande, il la connaît. Dès que vous voulez voir dans un objet quelles sont dans une table, quelles sont les variables, il les connaît, etc. Alors,
Select input, c'est une commande Shiny. Tout comme slider input, c'est une commande Shiny. C'est-à-dire input, ça fait input, select input, ça fait un sélecteur. Vous connaissez tout ce genre de sélecteur en faisant du web? Probablement, ou pas? Alors, je vais lui donner un nom. Alors, le nom du sélecteur des Y, je vais l'appeler var Y, par exemple. Tu notes? C'est bon, Tu notes? Le deuxième, alors, peut-être j'aurais pu vous montrer des choses un peu plus pédagogiques, c'est que quand je fais ça et que je tape sur... Je mets ça... Ouais, non, il ne me le fait pas. Mais normalement, je peux avoir une information sur ce que je dois rentrer comme élément dans l'ordre. Sinon, je peux l'avoir sur la commande. Ah voilà, c'est parce qu'il est occupé. Sinon, je peux l'avoir en faisant tabulation. Il me dit ce que je dois pouvoir mettre. Donc, l'ID de cet objet, donc son nom par lequel je vais l'identifier côté serveur, parce que si je sélectionne quelque chose côté interface, c'est bien pour m'en servir côté serveur. C'est première variable. Ensuite, je peux mettre le label, etc., des choix. Moi, je vais me servir des deux premiers. Je vais dire ma variable. Et je vais donner des choix. Donc, pareil. Donc, je vais donner deux choix parce que je suis un peu feignant. Je vais dire nombre de retard, puisque déjà, c'est celle que j'ai. Et puis, je vais mettre nombre... je crois que c'est annulé, comme ça. Voilà, je vais retourner mon application, voir si j'ai pas fait de bêtises. J'en avais peut-être fait une là, en réfléchissant. Ah non. Bon, j'ai un sélecteur. Pas très dur à faire, hein, finalement. Ça me fait juste ça. Il fait rien du tout, hein, pour l'instant. Évidemment, pour qu'il fasse quelque chose, il faut que dans le serveur, j'aille lui faire quelque chose. Donc, dans ma fonction serveur, là ici je fais un plot, alors je ne vais pas m'embêter, je vais commencer par faire, je sélectionne un X et un Y, hein, ce sera plus simple. Alors là il y a quand même une petite ruse, je vais vous la dire après, mais pour ceux qui connaissent R, bon ici je vais remettre nombre programmé, hein, parce que, hop, je peux appeler les objets de différentes façons dans R, dans une table. Je peux les appeler soit ici en donnant $, et le nom de la variable, ou je peux les appeler en mettant ici la chaîne de caractères qui identifie la variable. Et comme l'interface va me donner une chaîne de caractères, ici je suis obligé de passer par cette définition des variables qui est comme ceci. Mais a priori vous en fichez un peu, c'est du R. Quand vous saurez bien faire du R, tout ceci sera pour vous très facile. Donc ici, ce que je fais, c'est que je dis, mets dans X la variable nombre programmé. Et dans Y, je vais lui dire, mets ce qui est dans l'interface. Et c'est... Il s'appelle comment, ce qui est dans l'interface? C'est var Y. Sauf que c'est... Ah, je t'ai vu sur la table de nom, là. Ouais. Input... $. Alors, ce qui est bien, c'est que il le connaît, hein, donc c'était var Y. Et ici, je vais faire un plot de X et de Y, comme ça. Je demande... Ah, voilà, ça ne fait pas. Donc, je vais voir si ça marche. Ah oui, ça change de graphique. 10 minutes. Hein. Et encore, en plus, je suis stressé, donc je suis lent. Hein. Ça ne sert toujours à rien. Hein. D'accord? On va s'en servir tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, je fais mon truc tout seul, ça se trouve, ça vous barre, ça se trouve, c'est pas pertinent. Moi, je trouve que c'est rigolo. Parce que c'est... Ouais, merci. J'allais le dire. Si on a deux graphiques. Ouais. Alors... Là, il y a un seul Shiny serveur et deux... Alors, très bien, très bonne question. Ici, j'ai un seul Shiny serveur. Par contre, tu vois, ici, j'ai un output 10, qui est un objet qui renvoie le displot. Il s'appelle displot. Il suffit d'en faire un deuxième. Si je veux un deuxième graphique, je fais ici, à la fin de ce premier graphique, je fais un deuxième output plot, qui va faire quelque chose d'autre. Donc il va me calculer un deuxième objet qui sera un deuxième graphique, ou une table.
Si tu fais un copier-coller, là, tu devrais l'avoir 2 fois. Ah oui, oui, tu vas l'avoir 2 fois, oui. Oui. Mais il ne faut pas qu'il ait le même nom, par contre. Ce serait mieux. Mais de toute façon, on va faire tout à l'heure, on va mettre une table. Output, c'est une liste qui contient des objets. Voilà, c'est ça. Dans output, c'est un objet qui contient des objets. Et dans ce deuxième objet, tu mets un deuxième objet qui porte un autre nom. Et ensuite, dans l'interface, ben, il faut bien que tu le fasses afficher quelque part. Donc, où tu vas le faire afficher? Ben, dans ton main panel. Alors, si tu le mets là, tu vas les avoir les deux à la queue leu. Mais on va voir tout à l'heure, on va les mettre dans des tables différents. Voilà. Et si tu voulais mettre du texte en haut, ben, tu prendrais ton texte que tu as quelque part dans ton input et puis tu le mets ailleurs. On va faire ça aussi, pour l'instant. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, surtout celles où je sais un peu répondre, c'est bien. Donc, je reprends mon petit truc. Ah oui, on a un slider qui sert à rien. Bah, on va faire en sorte que ce slider il serve à quelque chose. Alors bon, on va virer celui-là hein, et on va le changer. Ah, mais ça supprime pas moi. Si. Donc je vais pas l'appeler comme ça. Je vais sélectionner l'année, par exemple. Je vais dire, que je veux un titre. Année. Alors, vous remarquerez, les plus observateurs d'entre vous verront que je ne mets pas d'accent. Parce que ça, c'est pas encore tout à fait au point swear. Alors ça s'améliore, mais on peut avoir des petites surprises. Voilà. Tu peux pas spécifier l'encodage? Si. Voilà. 2001, 2002. Oui. Non, alors tu peux spécifier l'encodage, et puis tu peux avoir des problèmes. Ah ouais, mais de toute façon, c'est la galère. Voilà. Donc je mets pas de... Voilà, et puis de toute façon... Même sur Excel, c'est le bordel. Dans JavaScript, c'est le bordel. Ça me rassure. Donc là, je viens de changer le slider input, puis on va faire une petite amélioration au slider input, parce que je vous sens bien chaud et bien rigolo. D'abord, c'est pas très joli l'année, là, il y a un séparateur, donc ça, je vais le supprimer. Donc pour supprimer cette chose-là, je vais dire que le séparateur, c'est ça. Donc ça, c'est un peu du R. Et puis ça, c'est un peu du Shiny. Je vais mettre animate égale... Donc animate, c'est quoi? Ben, c'est pour mettre un petit bouton qui va animer la chose. Enfin, il va l'animer... Voilà, quoi, il va faire un truc. Donc déjà, normalement, les années, ça ressemble à des années et plus à des 2000 quelque chose. Et puis ici, j'ai un petit bouton qui fait avancer les années tout seul. C'est joli, c'est facile. Ça ne fait rien sur le graphique parce que je n'ai fait ça que sur l'interface. Maintenant, il faut que j'aille faire en sorte que ça ait une action sur l'interface. Donc, ça va avoir une action sur l'interface. Donc, hop. Bon, je fais de la programmation vraiment pour rigoler, là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Avant de changer, de faire mon graphique, c'est pas aligné tout ça, ça me plaît pas, mais bon, c'est pas grave. Je vais aller dire, et là, on va écrire quelque chose, tt année, par exemple, c'est un subset, donc ça c'est du R, du fichier dt année, égal, donc je vais prendre le sous-échantillon de ce fichier qui correspond qu'à l'année. Quelle année? L'année qui est de mon input, elle s'appelle comment? Elle s'appelle year. À partir de ce moment-là, dans dt année, j'ai plus qu'un sous-échantillon. Donc ce que je veux afficher, c'est ça. Voilà. Voilà. Vous comprenez ce que je fais, hein. Je change l'échantillon, après je fais afficher. J'ai rien oublié, j'espère pas. Si. Ah oui, voilà, merci. Ouais. Alors, je vous ai dit c'est facile et c'est bien, tout ça, Shiny. Il y a un truc qui est un peu chiant, c'est le débugage. Et notamment le débugage, les problèmes qui arrivent dans Shiny, à part les problèmes de virgule et tout ça, typo qu'on voit assez vite, c'est votre graphique, il est merdique. Ou votre graphique, vous le modifiez à la volée, vous faites une erreur sur le graphique. Alors là, ça vous donne une erreur, vous ne savez pas trop où elle est. Donc typiquement, puisque vous faites des graphiques ou des tables, testez avant que ça marche bien sur vos données. Vous réfléchissez à ce que vous voulez faire bouger, vous réfléchissez aux interactions que vous voulez donner aux utilisateurs. Une fois que vous avez ça bien comme il faut, vous testez que votre graphique il fait bien ce que vous voulez, vous modifiez 2-3 valeurs du paramètre et vous le mettez dans Shiny. Si vous programmez votre graphique en live directement en vous disant je vais faire bouger tout ça, là, vous pouvez avoir des mélanges d'erreurs assez compliqués. Oui, Alain? Par exemple, ta parenthèse, là,
Ah, il va rien te dire, que dalle. Si, là, tu vois, il y a du rouge, là. Ah ouais, d'accord. Ouais, il y a du rouge, là. Mais ça, c'est pas Shiny qui me le dit, Ouais, mais ok, mais si là tu le vois pas ton rouge et que tu lances ton truc, il te dit. Alors si, il te dit, regarde, alors voilà, Ah oui, erreur, il y a un message. erreur dans le fichier serveur, ligne 17. Ah ouais, ok. Non mais ça va, non mais là c'est la bonne config. Hein. C'est une erreur quand même qui est facilement détectable. Quoi. Il y a des erreurs un peu plus pénibles où tu sais pas pourquoi, quand tu bouges ton paramètre, tiens voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, c'est plus intéressant comme erreur déjà, parce que là justement, on ne sait pas trop. Hein. Alors ça peut être que R, il est pas content. Ça peut être que subset, c'est bien comme ça. Donc j'ai touché qu'à ça, a priori. Bon, c'est pas grave, hein, on va enlever cette ligne-là, on va voir si ça marche. Voilà, donc là, il ne connaît pas DTANE, c'est normal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ça se porte bien. Ouais. Ah! Tu vas pas fermer un truc là, non? Essaye de lancer la commande comme ça directement. Non, en fait, c'est que... oui, tout à fait. C'est une erreur très intéressante parce qu'elle me permet de parler d'un point fondamental. Ici, vous voyez, j'ai écrit comme un sauvage, DTANE subset de quelque chose qui est un input. Donc, voilà. Toi, tu l'as vu. Non, mais c'est très bien, parce que moi, je pense qu'on apprend en faisant des conneries. Et donc, je pense que les autres apprendront qu'avec mes conneries. Donc, je viens de dire, fais bouger, donc sélectionne DTANE, qui est un subset, à partir de quelque chose qui va réagir dans l'interface, donc un objet qui est de type réactif. Et je l'ai mis juste dans Shiny Server, donc un endroit où je charge des données, je fais des choses passives. Je lis des données, etc. Je ne l'ai pas mis dans l'environnement qui est un environnement de type renderplot ou de type réactif spécifié comme tel, et donc il ne sait pas faire ça. Pour que cette chose-là existe, il faut qu'il soit dans un environnement réactif. Vous pouvez garder ça comme remarque. Dans un environnement réactif, les environnements réactifs, c'est quoi? C'est les renderplots, c'est les rendertextes, c'est les rendertables, ou quelque chose qui est spécifié comme étant réactif. Ça veut dire que mon objet qui vient de l'interface, pour que le serveur comprenne que c'est quelque chose qui va évoluer, qui va bouger, il faut que je lui dise « Attention, cette chose-là, ça va bouger ». Donc, ce qui bouge pour l'instant, c'est ce qui est à l'intérieur de ça. Oups. Ah oui, j'ai flingué le truc. Super. Pas envie de le retaper. Donc, je ne l'ai pas mis du tout au bon endroit. Je devrais le mettre dans un environnement réactif. Voilà. Et là, vous allez voir que dans cette fonction, elle est programmée pour recevoir des choses et être dans un environnement réactif, j'ai déjà dit, et donc ça devrait fonctionner. Voilà, donc à partir de maintenant, le graphique, on va mettre plutôt ouais, non, retardé, c'est bien. Ça devrait bouger. Voilà. C'est tout con, hein. C'est simple. Et là, je suppose que tu peux mettre des transitions, des choses comme ça, parce que là, t'as pas... Alors, non. Tac, tac, tac. Non. Ça, non. 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 Non, ça, tu peux pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est aussi une très bonne question. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne m'avez pas demandé le truc évident. Il y a quoi dans la page web? Parce que ça, on peut l'ouvrir dans une page web. Là, il y a une interface prévue pour, mais il n'y a rien, en fait, dans l'interface. Hein. Il n'y a que dalle hein, dans l'interface. Je peux te montrer le code source, je ne le comprends même pas, mais je peux te le montrer. En fait, ce qui se passe, c'est que il faut bien comprendre que tu fais bouger un slider. Donc, tu as un slider quelque part, là. Tu dois le trouver. Slider animate, container, machin. Il envoie un objet à R, R il calcule un objet, il le balance, il calcule une image, il calcule ici un graphique, il te balance le graphique, point barre. Un des intérêts, c'est que, quelle que soit la complexité de ce qu'il y a à faire, c'est fait par R, c'est fait par le serveur. C'est pas fait par la page web. Ça peut avoir aussi des énormes inconvénients, on en discutait. L'autre avantage, c'est que là, mes données, vous ne les voyez pas, et puis vous ne les verrez jamais, mes données. Puis vous ne les récupérerez pas. Parce qu'elles n'y sont pas dans la page. Donc moi, si je veux faire une application où je vais vous montrer que ce graphique-là et pas le reste, je ne vais pas vous montrer combien ça a coûté à la SNCF, mais je vais dans ma table et je m'en sers pour calculer je ne sais pas quoi qui est là-dedans. Vous ne les verrez jamais.
Parce qu'ils n'y sont On pas. ne verra jamais. Non, tu les verras jamais. Parce que ce que rend le serveur, c'est l'output. Et l'output, c'est un graphique, ou une table, ou du texte. Donc tu ne les verras jamais. C'est une image, exactement. D'ailleurs, c'est une image. D'ailleurs, hop, alors, j'essaie d'y revenir. Ouais. Non, ça c'est le vieux. L'inspecteur du navigateur. C'est bien ça. Alors ça, je sais pas faire. Vas-y, contrôle. Contrôle Alt I peut-être. Pour la PC. Non. Shift, contrôle. Non, c'est F12, tout ça. F12. F12, peut-être, ouais. le schéma, c'est différent. Oui, voilà. Et sauf qu'on va pas le voir en entier, ce machin. Tu vas dans Elements. Et tu cliques sur le petit triangle qui s'appelle Container Fluid là. Non, oui. Ouais. Là, tu cliques sur le petit triangle. Le triangle. Ah, ouais, ça va l'ouvrir. Clac. Encore. En haut, c'est où ouais, sinon celui du dessous. Le SMI. Lequel, celui-là? Celui-là, voilà, ça s'affiche. Et là, tu ouvres encore le display. Et on va enfin savoir ce que c'est. Là? Ouais. Voilà, c'est une image. Et c'est une image PNG, donc C'est pour ça qu'on ne peut pas interagir avec. Ah ouais, c'est que des images en fait. Alors, Ah, ok. on peut pas interagir, C'est même pas sauf vectoriel. si tu fais dans R une image avec laquelle tu peux interagir. Auquel cas, tu fais ton image avec laquelle tu peux agir dans R. C'est ça ton output. Tu le mets dans Shiny. Et ton image, tu peux interagir. Ah ouais, d'accord. C'est du jeu d'image en fait. Ce sera pas du PNG. Non, non, ce sera pas du PNG. Alors là, ce sera un gros objet qui va être balancé sur. Mais ça marche très bien. C'est d'ailleurs pour ça que. Voilà. De même que pour les tables, d'ailleurs, on va faire des tables. Ou si tu peux avoir des tables aussi en HTML directement. Il y a des outils de conversion. De même que, j'en parle juste à l'instant, mais tu peux aussi avoir du D3. Parce qu'il y a des possibilités avec R d'avoir un petit package qui te balance un truc qui est du D3. Ouais, mais enfin, il va te balancer une image au final. non, parce que Ah non. c'est la version par défaut. Là, c'est la version par défaut où il t'envoie ça. Tu peux lui faire envoyer du SVG si tu veux, mais il faut se le programmer. D'accord, oui. Ouais, ouais, C'est ça. c'est ça. Ouais. Donc, si tu le sais le faire sous R, tu le balances, il sera affiché dans ton navigateur, comme objet. Donc, en fait, tout ce qu'on sait faire sous R, y compris les images interactives, tout ce qui est. Donc, tu penses t'imaginer à Plotly ou ce genre de choses, quoi. Je connais pas. Tu connais pas, voilà. Bon, Non, mais- mais je pensais que voilà, dans les autres graphiques qu'on avait au début, c'est du JavaScript, donc. Ouais, c'est ça. tu sais, quoi, mais là, C'est ça. Alors que là, non. Tout à fait. Donc, si je reviens, et d'ailleurs, si ici tu veux savoir, tu peux enregistrer l'image. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va faire un petit truc rigolo. Qu'est-ce que j'avais dit? On choisit les années. Je vous avais proposé. Alors, oui, voilà, bah, tiens, on va faire ça. On va faire une table. Je croyais que j'avais quelque chose de sympa avant. Ouais, on va faire un petit truc sur l'interface. Sur l'interface, on va rajouter encore quelque chose. Alors, je vais le mettre là, je pense. Et ça s'appelle comment déjà? Ah oui, voilà. Je vais faire un text input. Alors, je ne sais plus quel nom je vais lui donner à ce truc-là pour pas. Bon, peu importe. Donc, je donne toujours le nom du sélecteur et puis je vais marquer ici ce qu'il y a. Votre titre ici. Donc, un nouvel objet. Ici, alors, petit élément de syntaxe, on va baisser ça. Ici, en fait, je suis dans une fonction qui s'appelle sidebar panel. Donc, je sépare. Ici, je ne fais pas du R, donc je sépare les différents éléments par des virgules. Je ne fais pas du R, donc tout ce que je vais afficher, je les mets comme éléments qui viennent s'ajouter dans ce sidebar panel. Donc, je mets des virgules. Côté R, je ne mettrai pas de virgule parce que c'est du R. En R, on ne met pas de virgule. Donc, en Shiny, on met des virgules. En R, on ne met pas de virgule. Je vous le dis parce qu'on oublie les virgules. Donc ici, je mets une virgule. C'est pas titre, c'est titre. Donc je vérifie ce que j'ai fait. Ben, j'ai dû faire un petit text input. Je voulais vous montrer parce que voilà. Ça fait rien. Hein, ça fait rien du tout. Pourquoi je voulais montrer si ça fait rien? Ben, je m'amusais à faire en sorte que ça fasse quelque chose. Ça m'embête, ça. Voilà. Ben, par exemple ici, tiens, au lieu de mettre mon titre, je vais mettre input, $, mon titre.
mon titre pour le meet-up. Alors moi au début je me suis dit ouais, ça n'a aucun intérêt de montrer ça. Là j'ai fait bouton droit, je télécharge une image. Dans l'image il y a ça, puisqu'en fait ça a été créé par le serveur. Oui, mais on voit une image chaque fois que tu tapes un caractère. Ouais. Fondamentalement, ouais. Il l'envoie par petits bouts là. Il est envoyé par petit bloc, mais ouais, Parce que fondamentalement. t'as vu, Ouais. il a fait mon titre et puis hop, ça s'est affiché, puis après il a continué, hop, ça s'est affiché. Ouais. Parce que s'il y avait un énorme calcul derrière, tu réseau de neurones, je sais pas, juste Alors, on rajoute un caractère, ça va. eh ben, s'il y a juste un. Alors, ça, c'est juste le sur le graphique. Hein. Ouais, mais ça, t'as pas intérêt à le faire pour un réseau de neurones aussi. Tu récupères ton. Mais enfin, s'il y a un gros calcul, tu te fais pas chier à faire demander à l'utilisateur de faire un titre. On va parler par contre des problèmes justement de comment on fait quand on a plusieurs choses, quand ça prend du temps, etc. Parce que ça vous intéresse. Imagine que tu as mis une dizaine de graphiques là, et que ta variable elle influe sur les 10 graphiques. Donc quand tu vas envoyer le truc, lui il va t'envoyer 10 images. De toute façon, oui. Si tu as 10 graphiques, il t'envoie 10 images. Donc je ne sais pas quelles sont le poids de tes images, mais à un moment tu peux avoir un ralentissement qui est lié au fait que quand même, tu communiques avec un serveur qui est à l'autre bout de la. C'est pas les images qui vont prendre du temps. C'est pas les images qui vont prendre du Les temps. images sont aussi. C'est du PNG. C'est aussi petit que du SVG. Ah ouais. C'est pas ça la différence. Les images vont pas te prendre du temps. Hein. Ce qui va te prendre du temps, c'est le calcul derrière. C'est tout petit, ça doit faire, je sais pas, 10 kilos. Ah ouais. Ah ouais, pas plus. Ah ouais, je peux l'enregistrer si tu veux. Ouais, c'est microscopique ça. Ah, on va regarder combien elle fait. Hein. Bon, elle porte un nom à la noix, mais c'est de pas la mettre n'importe où. En fait, quand on a des problèmes comme ça de rafraîchissement, on peut choisir à quoi devient réactif le graphe. Donc on peut remplir plein de données et générer le graphe quand même certaines commandes. Mais c'est intelligent cette description-là, on la met où? Dans l'interface de machine ou côté serveur ou côté R? Les deux. Dans l'interface, on dit quels sont les éléments qui deviennent des triggers. Oui. Et côté serveur, on dit mes actions sur quel trigger je les déclenche. Donc ça veut dire que c'est à la charge de l'interface de machine de faire l'analyse sémantique de et quand je touche à ce truc-là, qu'est-ce qui bouge et dans quel ordre, etc. C'est super complexe. Ouais. C'est des choses que font React ou C'est ou sûr. Angular, C'est juste cette problématique-là, on se la tape à la main. Là. Alors, si j'ai bien compris la problématique, c'est quand tu bouges quelque chose et que si ça influe sur plein de graphiques à la fois. Comment tu fais? Comment tu fais pour ordonner les traitements, Ouais. les minimiser Bah, c'est oui, ça, oui. c'est un problème compliqué. C'est un problème compliqué qui existe un peu partout d'ailleurs, hein, enfin, qui n'est pas spécifique ici, quoi. Non, mais qui est résolu dans Angular ou React. Ah oui, ça, peut-être, je connais pas. C'est pas fait pour faire. Oui, Ouais, tu vois, voilà, oui, c'est ça. je vois. Voilà, tu vois bien. C'est pas fait pour faire une application, tu fais pas refait par Facebook avec Shiny. Non, 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 non. Par contre, tu peux faire l'analyse des réseaux, des données de Facebook Tu le fais avec ça et visualiser ce que tu veux de réduit, de compact, avec tous les outils que tu peux avoir sous R. Voilà. Ça, c'est clair, on est entièrement d'accord. Ça fait pas tout, hein, c'est clair. Et heureusement, parce que les outils qui font tout, ils sont généralement assez compliqués et ils font finalement pas tout. Tu peux te faire typiquement un petit blog avec une analyse de données, avec du commentaire, du machin comme ça. Alors ouais, je pourrais parler un petit peu de... T'as été un peu trop vite au début de pourquoi tu t'en sers, mais dans le monde académique, tu t'en sers pour partager, par exemple, des résultats. Imaginons que quand je bouge année, en fait, derrière, il y a un énorme calcul, et tu veux que les chercheurs se rendent compte de ce que fait que par année, c'est un paramètre, tu veux te rendre compte de l'effet que ça a sur ton résultat de ton modèle. Le plot n'est plus un plot sur les données brutes, mais sur un résultat de modèle. C'est quand même assez chiant à chaque fois de se taper année par année, de se rappeler de ce qu'on a fait. De voir ce que... Là, ici, tu peux stocker. Tu peux afficher l'année dans le titre. Là, je vais le faire dans un instant, mettre l'année pour me rappeler la valeur du paramètre. Garder le graphique en disant tiens, celui-là c'était bon. Afficher tous les paramètres de ton modèle dessous. Garder le graphique ou garder la source. Exploration d'un modèle, exploration de sensitivité d'un modèle par rapport à des choses. Quand vous faites de la data science, vous essayez plein de trucs, de robustesse. Comment vous faites pour vous souvenir et pour visualiser? Voilà, c'est quand même en 2 coups de cuillère à peau, vous faites un slider, vous faites n'importe quoi, vous sélectionnez vos variables. J'ai une collègue, celle qui m'a aidé à préparer ça, elle a fait un modèle à partir de vraies données, elle travaille avec des chercheurs qui ne sont pas économètres, qui ne sont pas statisticiens. Elle a fait une énorme table où quand c'était significatif, c'était rouge, et quand c'était pas significatif, c'était vert. Elle me disait, maintenant, sélectionnez-vous vos modèles, prenez tout ce que vous voulez comme variable et regardez, quoi. Et dites-moi.
Parce que vous savez interpréter, moi je ne sais pas. Mais... Donc ça permet de communiquer et d'avoir derrière un outil performant. Bon, je vais vous faire un ou deux petits trucs, et surtout pour vous montrer la logique de Shiny, puisque le but c'est pas de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec Shiny, mais de vous montrer la logique. Donc une des logiques, tu me demandais de faire un deuxième, si on peut faire un nouveau, si on devait faire un deuxième graphique. Donc on va faire un deuxième graphique. Alors là par contre il faut juste que je... Donc le deuxième graphique, je vais les mettre dans des onglets. Donc ça c'est tab. Alors ça je me rappelle jamais, hein, mais c'est tab 7 panel avec une majuscule à panel. Alors ça marchera mieux si je ferme et je roule. Voilà, parce que là j'aurai la main. Où suis-je? Donc je vais dans... Et je dis que ça c'est le plot. Hop, je vais y mettre ce premier graphique. Alors évidemment ça va pas marcher parce qu'il faut que je mette des guillemets. Hop. Donc ce que je viens de faire là, c'est juste faire un onglet. Voilà, bon j'ai merdé quelque chose, parce qu'il y a un onglet mais il est vide alors que j'ai rien touché. Qu'est-ce que j'ai fait? Tab 7 panel, qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, plot output, displot. Ah oui, c'est ça, oh, pardon. Voilà. C'est un peu plus compliqué que ça, excusez-moi. Donc je dois faire un tab 7 panel, et dans le tab 7 panel, je dois dire que je fais un tab panel. Voilà. Là, ça devrait marcher. Donc je dis que maintenant, mon main panel, il est séparé en onglets, donc des tab 7 panels, et que j'ai un premier panel, un premier onglet qui s'appelle comme ça. Bon, j'espère, sinon on reviendra parce que ça me peut plaire. Voilà, j'ai un onglet. Donc maintenant, je vais préparer maintenant que je sais le faire, je vais préparer mon coup pour mon deuxième onglet. Ici, je dois avoir une virgule, je suppose. Sinon, c'est pas bon. Je vais pas faire un plot, mais je vais faire une table. Je vais l'appeler... non, je vais l'appeler... ouais, je vais l'appeler table. Mais... Et je vais dire que ici, ce sera pas un plot output, mais un table output. Puisque je vais sortir une table, et ici, je vais l'appeler ma table. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de définir mon interface, et de dire, dans mon interface, je viendrai afficher dans l'onglet table, ma table que je vais créer dans le serveur. Voilà, je le fais tout con. Hein, voilà. Donc là, il n'y a rien. Que deux onglets, dans celui-là, il n'y a rien, puisque j'ai rien fait afficher. Donc je pourrais en mettre autant que je veux. Alors pourquoi je vais faire ça? Mais c'est un petit détour pour vous montrer des choses. Donc dans le serveur, je vais aller créer une table. Donc je vais avoir un output qui va être... donc je vais l'appeler... C'était ma table. Ouais, ma table, ouais, voilà, il me le dit même. Qui va recevoir... Alors ce coup-ci, c'est plus un render plot, mais c'est un render table. Bon, alors vous voyez qu'il y en a d'autres, je vous ai simplifié, mais on peut avoir des prints, tout ça. Render table, alors là, il m'a pas mis les cotes, voilà. Dans lequel je vais faire la même chose que là, c'est-à-dire je vais prendre un sous-échantillon. Hop. Voilà. Je fais afficher ma table. Alors pourquoi je les ai fait? Et qui va varier en fonction de l'année en principe. Ça varie. Voilà. Alors pourquoi je vous ai fait ça, à part le fait le plaisir de vous montrer que l'interface est facile et tout ça, c'est que là, vous voyez bien que j'ai fait calculer une première fois un sous-échantillon. Quand j'ai fait mon graphique, je fais calculer un sous-échantillon de ma table. Et quand je fais ma table, je fais un sous-échantillon de la même table. Donc je calcule deux fois les choses. Quand je suis sur l'interface... Ah, je ne la vois plus, l'interface. Quand je vais de là, quand je vais ici, je bouge le curseur, il fait une extraction, il calcule mon plot, il fait le plot. Quand je vais ici, il refait l'extraction.
Ça c'est con. C'est très con, surtout si la table elle est immense. Donc pour éviter ça, et comme je sais que eh bien, ces commandes, pour être réactives aux inputs, il faut qu'elles soient dans un environnement réactif, je vais les sortir du graphique et je vais les mettre dans un environnement réactif. Donc on va faire ça, on va sortir ça de là. Je ne veux plus le voir là. J'enlèverai l'autre tout à l'heure aussi. Je vais lui dire... Alors là, ça va être complètement invisible, sauf si je fais une erreur. Réactive, je suppose que réactive, il faut une accolade. C'est une fonction particulière de Shiny. Je vais y arriver. Voilà. Et à partir de ce moment-là, donc l'objet DTAné devient une fonction en fait de l'input, un objet réactif. Donc à partir du moment où ça devient une fonction dans R, il faut mettre ces petites parenthèses là. Aurore elle surveille, hein. Donc ça j'en ai plus besoin puisque ça va plus être calculé là. Je dis Aurore parce que je suppose qu'Aurore sait très bien faire, mais il y a peut-être d'autres gens dans la salle. Donc là vous n'allez rien voir du tout, si ce n'est que ça va ne plus faire les chargements qui opèrent à chaque fois que je bouge le curseur ne se fait qu'une fois. Donc vous ne verrez pas la différence, sauf si c'était une énorme table où vous verriez la différence que, ben, entre mon premier exemple, à chaque fois que je bouge le curseur, on refait une extraction de la table et ça c'est super coûteux. Là je ne le fais plus qu'une fois. Et la table c'est pas un graphique? Pardon? Non, table c'est pas un graphique, c'est une table. Alors là c'est une table. Alors là du coup les données tu les as. Surtout j'ai mis toutes les données, ouais. Là tu les as. Et à l'inverse, si c'était une très très grande table, il est probable qu'il faudrait en laisser une partie sur le serveur et n'envoyer que la partie que l'utilisateur veut voir. Oui, ou que tu laisserais faire ça directement en faisant des surpages. Un composant intelligent qui va s'en débrouiller. Ouais, alors il y a un composant intelligent justement, je vais le mettre, je vais en servir. Au lieu de faire un composant table, alors là il faut vraiment que je dise parce que au lieu de faire une table, on va faire un data table output ici. Hop, sans majuscule. Yes, et du coup de ce côté-là, on va lui dire que c'est pas un output table, mais que c'est un output. Pardon, c'est pas un render table, mais que c'est un render. Je pense que c'est data table, mais voilà. Alors là, il y a des subtilités, et là il y a une majuscule. Donc j'ai changé le format de l'output. Je vérifie un data table output et render data table. Bon, on va bien voir. Ouais. Oui, il y a des majuscules qui n'ont pas l'air tout à fait bien. Hein. Là, c'est... Attends. Hop, render, data table avec des majuscules. Et ici, il n'y a pas de majuscule, je pense. Data table... Si, ben voilà, là, il y a une majuscule, bien sûr. C'est ça que tu avais vu? Bah ouais. Et donc là, la table, elle est un peu plus sympa. Pareil, hein, quand même, two finger in the nose. Hein. Alors, moi, j'avais trouvé ça un peu fabuleux. Je me suis dit, waouh, c'est super. Alors en plus on peut filtrer, on peut faire des tas de choses. Donc là il y a des pages, hein, parce qu'il y en a des trains en retard. On peut même, ça je ne vais pas vous le montrer, mais faire en sorte que quand je sélectionne sous la table, ce champ-là soit reconnu par le serveur et il me fasse une sélection aussi sur mon graphique, sur le graphique, via le serveur. Ah oui, là, si tu tapes Toulouse, tu n'as que Toulouse. Hein. Voilà. Ça, on reconnaît, c'est le composant data qui est c'est ça. un truc de jQuery. Que vous connaissez, que moi j'ai découvert, et qui est un truc voilà, de jQuery, c'est ça? Ouais, donc, bon voilà, alors, ces choses-là, moi j'ai quasiment, voilà, bon après il y a... Et pour l'anecdote, ce composant est effectivement capable d'afficher une table avec 1 million de lignes, parce qu'il est assez malin pour dire je ne charge pas tout. L'utilisateur que j'ai tout, mais j'ai pas tout. C'est pour ça que je te le montrais en réponse à ta question, et je me doutais que quelqu'un me poserait cette question, comment on fait quand on a beaucoup de données. Donc il y a deux façons, quand on a beaucoup de données, d'abord on est malin, on ne fait pas utiliser deux fois une extraction par le serveur, et deuxième truc, on utilise des objets malins pour l'afficher. Un dernier petit truc, et après je conclus.
Oui, alors bon. Alors après, si on est vraiment feignant, moi je suis assez feignant, mais là, vous voyez que je vais remettre l'application, mais c'est chiant parce que mes variables, là, je suis obligé de les taper à la main. Un peu pénible. Alors on peut observer ce qui se passe et ne pas avoir à taper à la main. Alors ça va se passer dans le serveur. C'est-à-dire que ça m'amuse pas forcément. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair. Je pense que je ne suis pas clair du tout. C'est qu'ici, j'ai sélectionné les variables à la main et j'ai dit, choisis dans ces deux trucs-là. Et en fait, dans ma table des trains, j'en ai plein des variables. Donc c'est un peu bête et puis j'ai pas envie de les écrire à la main. Donc ici, je vais dire, je vais pas les faire à la main, je veux pas les faire à la main, je veux pas les faire à la main, donc je vais les mettre à nul. Et le serveur, ici, donc toujours un objet, alors non, peut-être après les données quand même, après le chargement des données quand même. Je vais je vais observer ce qui se passe. Donc observer, bon, je vais le taper puis je vous explique après. Donc vous voyez que quand vous faites ça, il vous dit typiquement c'est une fonction shiny. Hein. Donc clairement c'est une fonction shiny. Cette syntaxe là. Et je vais observer quoi? Update. Alors encore select input. Je suppose que c'est ça. Yes. Session. J'y viens tout de suite. Qu'est-ce que je veux observer? Je veux observer ce que j'ai appelé var y, c'est mon sélecteur de variables. Et j'ai quelque chose qui ressemble à ce qui était dans le côté UI. Sauf que là, je dois taper les names, c'est ça? Voilà, call name. Bon, la syntaxe est un petit peu pénible, mais c'est l'idée qui est assez sympa. De dt, virgule, selected, alors, je sais plus lequel on voulait sélectionner au départ, c'était nombre retard, je crois. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que cette commande barbare, que je vais d'ailleurs couper pour pouvoir bien y voir, me dit? J'espère que j'ai pas raté, mais cette commande-là me dit qu'on va observer ce qui se passe dans la session. Donc il faut que je définisse qu'ici, maintenant, mon serveur, eh bien, il s'appelle, je donne un nom à la session. Au revoir. Je vais faire en sorte que Shiny observe, observe, c'est-à-dire puisse aller pomper directement dans DT le nom des variables et aller affecter le sélecteur UI. Donc on fait une espèce d'opération inverse. Avant, je rentrais dans UI des choses en dur. Et ça passait ça au serveur, qui ensuite renvoyait un output, une table, n'importe quoi. Là, je dis au serveur, observe des éléments dans les objets que tu as à ta disposition, donc par exemple dans la table, et balance-les au sélecteur d'input, lequel var y, tu remplaces dans var y le choix qui est nul par le nom des variables qui sont dans ma table. Avec un peu de chance, ça marche. J'ai toutes les variables. Donc, dans le genre, je veux explorer un fichier dont je ne sais pas ce qu'il comprend, y compris des choses stupides, parce que par exemple, si j'avais des noms, des chaînes de caractères, là, ah non, même pas. Bon, si j'avais des chaînes de caractères, j'aurais une erreur, hein, parce qu'il ne saurait pas faire le plot, j'aurais un truc rouge à la place. Voilà, puis je peux le faire bouger au cours du temps. Alors, ça me donne l'occasion de dire un mot et de revenir à mes slides, parce qu'à un moment, il faut en finir. Sur le scope, comment ça se passe en fait, comment ça se passe, les endroits où les choses sont calculées, combien de fois, etc. Vous avez un petit aperçu, mais vous avez vu que sur le serveur, en fait, ça commence par ce que vous voulez, du code, R, on peut mettre ce que vous voulez. Le serveur, fonction input-output, et éventuellement un nom de session, si vous avez plusieurs serveurs, voilà, vous pouvez avoir plusieurs sessions et paramétrer des choses différentes.
Là, ça devient plus compliqué. Je ne suis absolument pas compétent là-dessus. Mais à l'intérieur du serveur, à chaque fois que vous rentrez dans cette fonction, les objets sont calculés. Donc, vous chargez votre table, allez. À chaque fois que vous rentrez ensuite dans une fonction, un output, les objets sont calculés à chaque fois que cette fonction est appelée. Donc, à chaque fois que vous visualisez un graphique, paf, c'est calculé. Si ce graphique dépend d'un input, paf, chaque fois que je bouge l'input, c'est calculé. D'où l'intérêt de sortir le plus possible de choses de ça, si ça doit resservir. Mais si vous avez des choses lourdes à faire, à chaque fois que vous allez rentrer dans cette fonction, tout ce qui est là-dedans va être recalculé. Sauf si vous le sortez et que vous le mettez dans un champ de type, j'ai dit tout à l'heure, réactif, où il est calculé que par session. Et si vous ne voulez pas que ce soit, si ce n'est pas réactif, si c'est juste charger les données, vous le sortez de la fonction et vous les calculez, vous les intégrez aux données avant de rentrer dans ça. D'accord? Donc, moi, j'aurais pu mettre des données avant ou après, puisque de toute façon, j'ai qu'une session et j'ai plus des choses. Ça n'a pas d'impact. Si vous avez des choses très lourdes à faire, vous les faites avant. Alors, vous avez des questions là-dessus? C'est assez simple, c'est assez puissant. C'est quand même dommage que ça aurait été dommage que je vous le montre pas, quoi. C'était un peu ça la motivation de ça, c'est quand même trop facile pour que je vous le montre pas. Une question là pour l'instant, RStudio te crée un serveur en local. Ouais. Donc tu es toi en local. Ouais. Bon, maintenant tu as fini ton truc ouais. Et tu veux publier. Tu fais oui. comment? Où tu mets c'est après? Oui, je peux te le montrer tout de suite, en fait. Je reviens sous R, je vais reloader l'application. Puis ici, là, vous avez un bouton. Le fameux bouton Publish. Alors je vais appuyer dessus. C'est juste que ça va être un peu long. Ouais, c'est assez explicite. Vers mon compte. Alors j'ai un compte sur le site Shiny Apps. C'est très facile à créer. C'est gratuit. Il faut juste donner son adresse mail et ils envoient 0 pub. Le titre, non, je vais l'appeler Meetup. On va publier celle-là, ouais. Ok. Et dans ce cas-là, les données restent sur ton. Alors oui, voilà. Alors là, ça va pas marcher parce que vous voyez, j'ai pas envoyé les données là. J'envoie pas les données là. Ah, il faut que tu envoies les données là-bas, quoi. Ou que dans mon application, je dise viens chercher les données chez moi. Je n'ai pas trop envie qu'ils viennent sur ce PC là. Donc si je veux vraiment le faire là, je peux le faire, mais l'application va pas marcher. Je vais le faire si vous voulez. Ouais, faut que je le fasse avec Old Faithful. Mais la question était complémentaire. Comment ça se fait que c'est gratuit? Parce que où s'effectuent les calculs R sur le serveur? Chez eux. Ouais, chez eux. Et ils te donnent gratuitement du temps de calcul? Ouais. Mais alors, alors voilà, les restrictions sont. Alors j'ai le lien dans mes slides. Tu vas voir. Alors on va sauter quelques slides, c'est pas grave. Hop. On va aller voir Shiny Apps IO. Ah zut, j'ai pas le. Ouais, si. Où sont les plans? Voilà. Voilà. Donc ce à quoi vous avez droit? 5 applis, d'accord. 5 applis qui tournent, 25 heures par mois avec... Ah, il n'y a pas un nombre de... Je croyais qu'il y avait un nombre d'utilisateurs restreint, mais non. Non, mais 25 heures... Après... ça veut dire que chaque fois que tu as un mec qui se branche dessus, ça augmente. Voilà. Donc, si tu as 10 mecs qui viennent voir ton truc en même temps et qui restent 10 minutes chacun, ça va vite. Hein. Oui, ça peut aller vite, ouais. Mais ça dépend pourquoi tu le fais. Ouais, c'est pas tout à fait gratuit. Oui, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est leur plateforme d'hébergement. Si tu as un serveur chez toi, tu installes R, tu installes le serveur qui est gratuit, open source, customisable à l'infini. Sur ton propre Shiny, pardon. Linux. Non, Windows, ce que tu veux. Non, que Linux. Le public, ouais, tout à fait. Si on veut un serveur qui soit interrogeable sur le net, si tu as un serveur Windows, tu l'utiliseras qu'en local. Il te faut un serveur Linux pour pouvoir publier sur le net. D'accord, ok. J'étais persuadé que tu pouvais le... Ok. De toute façon, bon, les serveurs... Ça y est, tout début, ça y est. Oui, parce qu'en fait, ça a été... Ouais, il y a une autre boîte qui s'est montée pour faire du R Windows, etc. Il y a Windows qui a acheté des tas de trucs sous R. Je suppose que c'est pour ça que c'est... Par contre, là, les 5 applications, tu peux lui faire une grosse appli qui va bien tourner le serveur. Moi, c'est pas énorme, mais tu peux faire des trucs super rigolos. Si, je vais vous en montrer une. Je sais pas si je l'ai stocké. C'est pas le temps de calcul, c'est juste le fait que tu utilises l'application. Je vais vous en montrer une. Non, parce que je sais pas comment il complète. 16 heures en fait.
si je Et MP. t'as le droit à 5 heures. Tiens, ouais, bon, celle-là elle est plus bonne, elle marche plus, elle marche plus. Ah. Mais moi j'en ai une qui fait du. Un fichier de. Je me rappelle plus son nom. de 1 giga, ce qui tourne. Je me rappelle plus son nom, sinon je t'aurais montré une application qui fait du non paramétrique sur. Il n'y a pas un énorme jeu de données, mais qui fait du non paramétrique dessus. Le serveur il calcule, hein, il calcule. Enfin, tu fais du non paramétrique, c'est des trucs où c'est des calculs qui sont en n carré par rapport à la taille du fichier. Donc c'est un fichier un peu conséquent déjà. Voilà, donc. Et ça tourne plus vite que sur mon ordi, quoi. C'est assez rigolo. Pour de multiples raisons, les packages sont optimisés et tout ça. Les prix là qui mettent, parce que même à 9 euros, t'as pas quand même. J'ai fermé la page ou pas? Non. 9 euros, t'as 25 applications, c'est 100 heures. 100 heures par mois. Si tu transposes dans d'autres. Oui, transpose dans d'autres. Ça on transpose dans d'autres modèles. Par exemple, si tu veux une base de données qui contient 1 gigaoctet de données sur MySQL, c'est quoi, c'est 10 euros par mois. Si tu veux faire une application de ce type-là sur Heroku ou Node.js, etc., c'est 20 euros par mois. Et puis si tu veux des trucs qui te demandent, tu as 64 gigas de mémoire centrale pour faire tes algorithmes, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Ah non, mais. Donc, ça, alors là, moi, je suis complètement. Si ça se trouve, pour faire une vraie application, c'est beaucoup plus que 9 euros par mois. Ça, Ah oui, si tu vas chercher les données dans une base de données qui est sur l'autre serveur. Sauf que. D'accord. Oui, non mais. Sauf que il y a un léger avantage, c'est que. Ah oui, il y a des grosses applications. Hein. Il y a des grosses applications, mais enfin après, quand ça dépasse une certaine taille, les gens ils ont ça chez eux. Quoi. Mais il y a un énorme avantage, c'est que tu as toute la puissance de R. Si tu veux calculer en parallèle, tu calcules en parallèle et ça marche très très bien. Tu veux chercher, tu veux faire du big data, du Hadoop, de tout ce que tu veux, tu le fais. Après, moi je ne ferai pas la pub de cette boîte. Hein. Moi je sais pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est la partie gratuite sur mon ordi. Ouais, pour et communiquer avec quelques personnes. pour communiquer avec les gens. Et éventuellement, les applications professionnelles, là on rentre dans un autre domaine, et le financement, moi les prix, j'ai aucune idée si c'est cher ou pas. Il m'a semblé que c'était abordable, parce que moi il me semble qu'à partir du moment où tu dépasses un certain stade, tu t'installes ton serveur dans ta boîte et tu protèges tous les accès et tout ça. Voilà. Mais après, bon, là, ce qui est agréable, c'est que pour tester, par exemple, c'est hyper bien. Il y a quand même une réflexion à garder, c'est que Shiny, c'est pour faire un objet interactif. Voilà. Si on a des heures de calcul, il ne faut plus avoir Shiny, on a juste un résultat à exploiter par la suite. Et de mon côté, moi je l'utilise pour faire beaucoup de pré-calculs. Ouais. J'ai des trucs qui vont tourner pendant des jours et je sors mes résultats. Et ensuite, les résultats, je les exploite à travers ça en mettant une matrice interactive et qui va travailler sur des applications. En fait, c'est une espèce je dirais, je vais caricaturer, mais c'est un. Tu fais ton analyse, là, ton papier académique, là, au lieu de faire ton papier classique PDF, t'envoies un truc comme ça et tu as un machin qui est dynamique. Ouais, alors tu peux t'en servir, c'est toujours pareil en visualisation, tu peux t'en servir pour toi, pour explorer. C'est quand même toi, tu peux avoir envie de faire des analyses de sensibilité, ce dont on parlait tout à l'heure, quoi. Et avec derrière R qui gère tout ce que tu veux, quoi. Tu gères toi, ton petit paramètre là, ça peut être derrière un truc qui est un peu chiant à aller programmer. C'est ce que fait Python aussi quand tu prends du Jupyter Notebook, tu fais. Et donc tu as un retour qui est visuel, qui est filtré, qu'est-ce que tu veux. Tu peux le montrer à d'autres pour qu'ils jouent aussi, qu'ils voient les mêmes interprétations que toi. Et donc ça pour l'exploration, ou tu peux t'en servir comme outil de communication, faire une belle interface et dire c'est un outil de communication dans lequel je montre aux gens ce que je veux. Ils n'auront pas les données, ils n'auront pas accès aux données, ils n'auront qu'une image, ils téléchargeront l'image s'ils veulent. C'est tout. C'est pour moi les deux gros avantages de la chose. Et le troisième avantage, c'est que c'est quand même super simple à faire, quoi. Tu veux un peu avoir des effets waouh en disant regardez, si vous bougez là, vous avez le nombre de jours d'absence, de temps, etc. Sans qu'ils aient les données, tu peux filtrer, agréger, trier, faire toutes les interactions dont on a parlé au début, au moins 2 des 3 types d'interactions dont on parlait, etc. Voilà, donc en résumé, c'est ce que j'écrivais un peu ici, hein, c'était juste pour que maintenant vous allez être convaincus, quoi. On sort 3 types de plots, mais il y en a d'autres, on peut faire des prints, on peut imprimer un rapport, on peut imprimer tout un tas de trucs. Il y a plein de petits trucs qui sortent sur le web, des petits widgets qui sont des commentaires, des boutons de checkbot. Vous pouvez avoir tout ce qui existe, toute la palette des outils qui existent sur le web, tous ces petits widgets plus ou moins compliqués, des sliders plus ou moins compliqués, etc.
Vous avez, avec les commandes, vous les récupérez dans votre serveur. Faites ce que vous voulez avec. Et Swear, vous êtes les rois du pétrole, vous pouvez faire ce que vous voulez. Swear. Alors je vous ai dit que c'est un petit peu, la structure c'était 2 fichiers, ça peut être un peu plus compliqué. Il peut y avoir un serveur, il peut y avoir un fichier global qui lui est lancé dès que l'application est lancée. Et donc peut faire vos énormes analyses. Et ensuite on ne fait bouger que ce qui bouge. Si évidemment vous avez besoin de faire des choses qui bougent dans votre analyse, ben, là vous ne pouvez plus vous servir d'un serveur global, il faudra le mettre dans un environnement réactif sur le serveur. Et d'où l'intérêt là, dans l'environnement réactif d'avoir des choses qui sont super compactes en temps, paralysées, ce que vous voulez. Les données, vous les mettez dans le répertoire ou dans un sous-répertoire, mais chemin relatif, rien n'est connu en dehors du répertoire d'application. A priori, au minimum, si vous voulez poster ça sur le serveur gratuit, il faut que tout soit contenu dans le répertoire. Et il vous envoie tout ce qui est dans le répertoire, il vous demande si vous l'envoyez tout ou juste une partie. Il ne connaît rien d'autre. Mais c'est quand même fastoche, vous appuyez sur un bouton. Ou vous mettez une commande, etc. Voilà, Shiny, j'en reviens à la fin, et voilà, globalement, c'est facile. Quoi. C'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer, il y a plein d'autres choses, vous avez plein de questions, je voulais laisser le temps un peu au débat. Moi je l'utilise pas tout le temps, mais à chaque fois que je veux faire varier quelque chose, c'est ça que je fais. C'est trop facile.